Depuis toujours, la solitude semble être le prix à payer pour ceux qui voient au-delà des apparences. Les plus grands penseurs, artistes et scientifiques de l'histoire ont souvent vécu isolés, non par choix, mais par nécessité. Arthur Schopenhauer, l'un des philosophes les plus controversés du XIXe siècle, était convaincu que l'intelligence élevée créait une distance naturelle avec la société. Selon lui, plus une personne est capable de comprendre la complexité du monde, plus elle se rend compte de l'incompatibilité entre ses pensées profondes et les préoccupations superficielles de la majorité. Alors que la plupart des gens discutent de banalités, l'esprit brillant est absorbé par des questions existentielles et des idées complexes. Ce décalage crée une frustration qui pousse au retrait. Pourquoi perdre du temps dans des conversations vides de sens, quand on peut explorer les mystères de l'univers en solitaire? Pourtant, cette distance sociale n'est pas sans conséquences. À force de ne plus trouver d'interlocuteur à sa hauteur, l'individu finit par se refermer sur lui-même, jusqu'à parfois sombrer dans un isolement profond, voire une souffrance silencieuse. Mais alors, cette solitude est-elle un privilège ou une malédiction déguisée? L'idée d'être libre de toute influence extérieure semble séduisante, mais l'absence d'échange humain peut aussi devenir un fardeau. Peut-on vraiment se suffire à soi-même sans jamais partager ses idées avec autrui? Ou bien l'isolement est-il simplement la rançon du génie, un passage obligé pour ceux qui perçoivent le monde sous un prisme différent? Schopenhauer pensait avoir trouvé la réponse. Mais, et vous? Qu'en pensez-vous? Arthur Schopenhauer n'avait aucune illusion sur la nature humaine. Pour lui, la société n'était rien de plus qu'un vaste théâtre où chacun joue un rôle, masquant ses véritables intentions derrière un sourire de convenance. Il considérait que la plupart des interactions sociales étaient superficielles, motivées par l'intérêt personnel plutôt que par une véritable connexion. Selon lui, les discussions courantes ne servaient qu'à remplir le vide, empêchant les individus de réfléchir à des questions plus profondes. Dans ce monde régi par l'apparence, l'intellectuel, lui, voit au-delà du décor, et ce qu'il y découvre ne fait que renforcer son détachement. Dans le monde comme volonté et représentation, Schopenhauer explique que la majorité des gens vivent dans une illusion, prisonniers d'un cycle de désirs et de distractions futiles. L'obsession du statut, la course au pouvoir et la soif de reconnaissance ne sont que des manifestations de cette volonté aveugle qui gouverne l'existence. L'homme ordinaire cherche à s'intégrer, à être accepté, alors que l'individu doté d'une intelligence supérieure perçoit l'absurdité de ces jeux sociaux. Pour lui, la société est un labyrinthe d'ambitions creuses, où l'authenticité est sacrifiée sur l'autel de la conformité. Mais cette lucidité a un prix. En comprenant la futilité des normes sociales, l'individu éclairé se retrouve en décalage avec le reste du monde. Doit-il alors feindre l'ignorance pour se sentir accepté, ou accepter la solitude comme un tribut à son intelligence? Schopenhauer ne voyait pas d'alternative. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Mais cette philosophie est-elle réellement applicable dans notre monde moderne? Dans une société de plus en plus connectée, où chacun cherche à exister à travers l'autre, comment vivre en marge sans s'éteindre complètement? Attendez, et si Schopenhauer s'était trompé? Et si la solitude des esprits brillants n'était pas une nécessité, mais une illusion qu'ils s'imposent à eux-mêmes? Peut-être que le problème ne vient pas de la société, mais de la manière dont ils l'aperçoivent. Après tout, les plus grands génies de l'histoire ont laissé leur empreinte, non pas en s'isolant totalement, mais en trouvant un moyen d'interagir avec le monde à leur manière. Et si la clé n'était pas d'éviter la société, mais de la comprendre et de l'utiliser intelligemment? Pourquoi les esprits les plus brillants semblent-ils s'éloigner naturellement de la vie sociale? Selon Schopenhauer, ce n'est pas une question de choix, mais une conséquence inévitable. Plus une personne est intelligente, plus ses préoccupations diffèrent de celles de la majorité. Tandis que certains parlent du dernier événement à la mode ou des potins du jour, l'intellectuel est absorbé par des réflexions bien plus profondes. Ce décalage crée une barrière invisible qui rend toute interaction difficile, voire frustrante. Comment engager une conversation authentique lorsque les sujets qui vous passionnent n'intéressent presque personne? C'est précisément cette divergence d'intérêts qui mène à l'isolement. L'intelligence ne se mesure pas seulement à la capacité de comprendre des concepts complexes, mais aussi à la manière dont on perçoit la réalité. Ceux qui pensent différemment se retrouvent souvent marginalisés, non pas parce qu'ils le veulent, mais parce que peu de personnes peuvent réellement partager leurs perspectives. Le problème ne vient donc pas uniquement de la société, mais de cette fracture invisible
qui sépare ceux qui cherchent des réponses profondes de ceux qui se contentent de la surface. Cette solitude est-elle une malédiction ou un refuge? Mais il y a une autre question à se poser. Est-il possible d'être intelligent sans être isolé? Beaucoup de génies ont choisi la solitude pour préserver leur liberté intellectuelle, mais d'autres ont su trouver un équilibre. L'isolement total est-il réellement nécessaire? Ou existe-t-il une manière d'interagir avec le monde sans se sentir prisonnier de son absurdité? Peut-être que le secret n'est pas d'éviter les autres, mais d'apprendre à sélectionner avec qui et comment échanger. La solitude intellectuelle est-elle une fatalité ou un choix? Arthur Schopenhauer avait une conviction radicale. La vraie liberté ne peut exister que dans la solitude. Pour lui, la société impose des contraintes invisibles à ceux qui tentent d'y trouver leur place. À chaque interaction, il faut adapter son langage, modérer ses pensées et jouer un rôle pour être accepté. Loin d'être un simple échange, la vie sociale devient une mise en scène où chacun doit sacrifier une partie de son individualité pour ne pas être rejeté. Dans ce contexte, se retirer du monde devient le seul moyen de rester fidèle à soi-même. Mais cette vision est-elle réellement universelle? Si la solitude protège de l'influence extérieure, elle prive aussi de la richesse des échanges humains. Être entouré peut parfois être oppressant, mais c'est aussi dans la confrontation avec d'autres esprits que naissent les idées les plus puissantes. Même les plus grands philosophes et penseurs ont eu besoin de dialogue pour affiner leur vision du monde. La solitude totale garantit peut-être une forme de liberté, mais à quel prix? Peut-on vraiment s'épanouir sans jamais être mis au défi par d'autres perspectives? Et si la liberté ne dépendait pas uniquement de l'isolement, mais aussi de la capacité à naviguer dans la société sans s'y perdre, plutôt que de fuir les interactions, ne vaudrait-il pas mieux apprendre à exister dans un monde imparfait, tout en préservant son indépendance intellectuelle? La vraie liberté, après tout, ne serait-elle pas celle qui nous permet de choisir quand être seul et quand s'ouvrir aux autres, sans jamais compromettre notre authenticité? L'histoire regorge de génies qui ont préféré la solitude à la vie sociale. Nikola Tesla, par exemple, passait des heures enfermé dans son laboratoire, obsédé par ses inventions, évitant autant que possible les distractions du monde extérieur. Isaac Newton, lui, était connu pour son tempérament solitaire et son manque d'intérêt pour les relations humaines. Même Emily Dickinson, l'une des plus grandes poétesses de son temps, a vécu quasiment recluse, consacrant sa vie à l'écriture et au silence. Ces figures emblématiques semblent confirmer l'idée de Schopenhauer. Plus l'esprit est brillant, plus il ressent le besoin de se retirer du tumulte social. Mais est-ce vraiment un choix ou une nécessité imposée par leur intelligence? Ces esprits hors du commun ne se sont pas isolés uniquement par mépris du monde, mais aussi parce qu'ils ressentaient une incompatibilité fondamentale avec lui. Leurs préoccupations, leurs obsessions et leur manière de penser étaient si différentes de celles de la majorité qu'ils n'avaient d'autre option que de se replier sur eux-mêmes. Lorsqu'un génie tente de partager ses idées, il se heurte souvent à l'incompréhension ou à l'indifférence. À quoi bon parler si personne ne peut comprendre? Pourtant, la solitude de ces esprits n'a pas empêché leurs œuvres d'influencer le monde. Tesla a révolutionné l'électricité, Newton a posé les bases de la physique moderne, et Dickinson a marqué la poésie à jamais. Leur retrait du monde n'a pas signifié leur disparition. Alors, la question se pose. La solitude est-elle réellement un fardeau, ou peut-elle être un outil puissant pour créer, réfléchir et laisser une empreinte durable? Peut-être que l'isolement des génies n'est pas une fuite, mais une condition nécessaire pour atteindre l'excellence. Si la solitude semble être une nécessité pour les esprits brillants, elle n'est pas sans conséquences. Être à l'écart du monde permet d'échapper aux distractions et aux attentes sociales, mais cela peut aussi entraîner un sentiment profond d'isolement. Beaucoup de génies ont souffert de dépression, d'anxiété et d'un sentiment de déconnexion avec les autres. Nietzsche, par exemple, a passé ses dernières années seul et malade, hanté par ses propres pensées. Même Schopenhauer, qui prônait la solitude, reconnaissait que l'isolement prolongé pouvait devenir une prison mentale. Loin d'être un refuge absolu, la solitude peut parfois se transformer en fardeau. Lorsqu'une personne se coupe trop du monde, elle risque de tomber dans une spirale où ses idées ne sont plus confrontées à aucune réalité extérieure. Sans interaction, même le plus grand esprit peut s'égarer dans ses propres théories, sans jamais être remis en question. C'est pourquoi certains philosophes ont cherché un équilibre, cultiver la solitude pour préserver leur clarté d'esprit, tout en maintenant un lien, même minime, avec la société. Alors,
Comment éviter que la solitude ne devienne un piège? Peut-être que la clé réside dans le contrôle. Choisir ces moments de repli sans s'enfermer complètement. La vraie sagesse ne consiste pas à fuir le monde, mais à savoir quand s'en détacher et quand y revenir. Après tout, même les plus grands penseurs avaient besoin d'un regard extérieur pour affiner leurs idées. La solitude est-elle un tremplin vers la grandeur ou une pente glissante vers l'isolement total? Schopenhauer voyait la vie sociale comme une mascarade où chacun joue un rôle pour être accepté. Selon lui, la plupart des interactions ne sont pas fondées sur une véritable connexion, mais sur des conventions et des attentes artificielles. Derrière chaque sourire poli, il y a une volonté de plaire, de manipuler ou de s'intégrer. La société impose des règles invisibles qui dictent ce que l'on doit dire, comment se comporter et quelles opinions exprimer. Pour Schopenhauer, cette mise en scène permanente empêche toute forme d'authenticité et étouffe les esprits les plus brillants. Mais cette vision est-elle trop radicale? Si la société est une illusion, pourquoi tant de gens semblent-ils y trouver du réconfort? La vérité, c'est que l'humain est un être social par nature, et même ceux qui rejettent les conventions ont du mal à vivre totalement coupés des autres. Pourtant, il est indéniable que la majorité des interactions restent superficielles, limitées à des sujets anodins ou à des échanges de convenance. Ceux qui recherchent une profondeur dans leurs conversations se retrouvent souvent frustrés par l'absence de dialogue sincère. Alors, faut-il fuir complètement la vie sociale ou apprendre à l'utiliser à son avantage? Peut-être que la clé est de ne pas s'attacher à l'illusion, mais de l'observer avec lucidité. Comprendre les règles du jeu permet de mieux s'en détacher sans tomber dans un isolement extrême. La question n'est pas de savoir si la société est une illusion, mais plutôt si l'on doit s'y soumettre ou apprendre à évoluer en dehors d'elle. Peut-on vivre dans ce monde sans se laisser piéger par ses artifices? L'une des plus grandes illusions de la vie sociale, selon Schopenhauer, est la course au statut et à la reconnaissance. La plupart des gens passent leur existence à chercher l'approbation des autres, croyant que leur valeur dépend du regard extérieur. Être admiré, respecté ou envié devient alors une obsession, poussant chacun à se conformer aux attentes sociales pour obtenir un semblant de validation. Mais cette quête est sans fin. Une fois un objectif atteint, un autre apparaît et l'individu reste prisonnier d'un cycle où il n'est jamais véritablement satisfait. Ce besoin de reconnaissance est profondément ancré dans la nature humaine. Depuis l'enfance, nous sommes conditionnés à rechercher l'approbation, à l'école, au travail, dans nos relations. Pourtant, Schopenhauer considérait cela comme une faiblesse, une dépendance qui empêche de vivre selon ses propres principes. Pourquoi accorder autant d'importance à l'opinion d'autrui, alors qu'elle est souvent guidée par des critères superficiels et changeants? Celui qui est trop préoccupé par ce que pensent les autres finit par perdre son authenticité et se transformer en simple reflet des attentes de la société. Mais est-il possible d'échapper complètement à ce besoin de validation? Peut-être que la solution n'est pas de rejeter toute reconnaissance, mais de choisir consciemment d'où elle vient. Être respecté pour ses idées et ses valeurs est bien différent de chercher à plaire à tout prix. La véritable indépendance ne consiste pas à être indifférent à tout, mais à ne pas laisser l'opinion des autres dicter ses choix. Alors, la question se pose. Vivons-nous pour nous-mêmes ou pour l'image que nous projetons aux autres? Schopenhauer était convaincu que l'intelligence supérieure crée un fossé infranchissable entre le génie et la masse. Selon lui, la majorité des gens vivent dans une routine guidée par des préoccupations ordinaires, l'argent, le divertissement, l'opinion des autres. À l'inverse, l'individu doté d'un esprit brillant se consacre à des réflexions plus profondes, cherchant à comprendre l'essence même du monde. Ce décalage crée une incompréhension mutuelle. Le génie voit la société comme un théâtre absurde, tandis que la société perçoit le génie comme un marginal. Cette fracture se traduit souvent par le rejet. L'histoire est remplie de penseurs, scientifiques et artistes, dont les idées ont été ignorées, voire combattues, avant d'être finalement reconnues. Nietzsche parlait du « ressentiment de la médiocrité », cette tendance qu'ont les gens ordinaires à mépriser ce qu'ils ne comprennent pas. Lorsqu'un individu pense différemment, il dérange. Il remet en question les normes établies, force les autres à sortir de leur confort intellectuel. Mais au lieu d'être accueilli comme une source d'enrichissement, il est souvent perçu comme une menace. Alors, comment le génie doit-il naviguer dans un monde qui ne l'accepte pas? Doit-il s'exiler dans la solitude,
comme Schopenhauer le recommandait, ou tenter de trouver sa place malgré tout? Peut-être que la vraie solution est ailleurs. Au lieu de chercher l'approbation de la société, l'individu brillant devrait se concentrer sur ceux qui sont capables de comprendre et d'apprécier ses idées. Après tout, il suffit parfois d'une poignée d'esprit éclairé pour provoquer un véritable changement. Mais la question demeure, le génie doit-il apprendre à s'adapter ou est-il condamné à être un étranger parmi les siens? L'histoire l'a prouvé à maintes reprises. Les idées nouvelles ne sont jamais accueillies à bras ouverts. Qu'il s'agisse de science, de philosophie ou d'art, les plus grandes avancées ont souvent été combattues avant d'être acceptées. Pourquoi? Parce que la pensée originale dérange. Elle remet en question les croyances établies, bouleverse l'ordre social et force les individus à reconsidérer ce qu'ils tenaient pour acquis. Pour Schopenhauer, la majorité préfère la stabilité au changement, même si cela signifie rester enfermé dans l'illusion. Ce rejet prend souvent la forme d'une hostilité ouverte. Socrate a été condamné à mort pour avoir osé questionner la morale de son époque. Galilée a été persécuté pour avoir défié les dogmes religieux avec sa vision de l'univers. Nietzsche, incompris de son vivant, a passé ses dernières années dans la solitude et la folie. Lorsque la société se sent menacée par une idée trop audacieuse, elle préfère l'éliminer plutôt que l'écouter. C'est une réaction de défense, un mécanisme qui protège l'ancien contre le nouveau. Mais alors, faut-il abandonner ses idées par peur du rejet, ou faut-il persister, quitte à être mis à l'écart? La vérité, c'est que toute grande révolution commence dans la marginalité. Ceux qui transforment le monde sont d'abord vus comme des fous, avant d'être reconnus comme des visionnaires. La vraie question n'est donc pas de savoir si la société accepte la pensée originale, mais combien de temps elle mettra avant de réaliser qu'elle en avait besoin. L'innovation n'est toujours en marge. Alors, seriez-vous prêt à penser différemment, même si cela signifie être seul contre tous? La solitude est une arme à double tranchant. D'un côté, elle offre une liberté absolue, celle de penser sans contrainte, d'explorer ses idées sans avoir à se justifier. Schopenhauer considérait que l'intellect supérieur avait besoin de cet espace pour s'épanouir pleinement, loin des distractions et des attentes superficielles de la société. Dans l'isolement, l'esprit peut se concentrer sur l'essentiel, sans être parasité par le bruit ambiant. C'est dans ces moments de silence que les plus grandes découvertes sont souvent faites, où la réflexion atteint sa profondeur maximale. Mais d'un autre côté, cette liberté a un prix. L'humain, par nature, est un être social. Même les esprits les plus brillants ressentent parfois le poids de l'isolement. Ce n'est pas un hasard si tant de penseurs, artistes et scientifiques ont connu des périodes de profonde mélancolie. Nietzsche, par exemple, évoquait souvent cette souffrance d'être seul face à ses propres pensées. Le besoin de connexion, même minime, reste un élément fondamental de l'équilibre mental. Trop de solitude peut mener à une forme de repli sur soi, où la richesse de la pensée finit par se transformer en prison intérieure. Alors, où se trouve l'équilibre? La vraie question n'est peut-être pas de choisir entre la solitude et la vie sociale, mais de comprendre comment les utiliser à son avantage. La solitude peut être un refuge, mais elle ne doit pas devenir une condamnation. Peut-être que le secret réside dans la capacité à naviguer entre ces deux mondes, savoir quand s'isoler pour nourrir son esprit et quand s'ouvrir aux autres pour ne pas se perdre en soi-même. Finalement, la solitude est-elle un luxe ou un fardeau? Tout dépend de la manière dont elle est apprivoisée. Face à un monde qu'il considérait comme absurde et rempli d'illusions, Schopenhauer trouvait un certain réconfort dans une philosophie proche du stoïcisme, celle du détachement. Plutôt que de lutter contre la médiocrité ambiante ou de chercher à transformer la société, il prônait une attitude plus stratégique. Selon lui, la clé du bien-être intellectuel ne résidait pas dans le combat contre l'ignorance, mais dans l'acceptation sereine du fait que la majorité des gens ne penseront jamais au-delà des apparences. Cette approche permettait de préserver son énergie et d'éviter de sombrer dans la frustration. Ce principe ressemble fortement aux enseignements des philosophes stoïciens comme Marc Aurèle ou Épictète, qui insistaient sur l'importance de ne pas laisser les événements extérieurs perturber notre paix intérieure. Pourquoi se battre contre ce qui ne peut être changé? Pourquoi souffrir d'un monde qui suit ses propres lois, indépendamment de nos désirs? L'individu brillant doit apprendre à observer sans s'impliquer, à comprendre sans s'attacher émotionnellement. Ce détachement permet de conserver une clarté d'esprit et de ne pas se laisser envahir par la déception face à l'indifférence du monde. Mais cette philosophie est-elle réellement applicable? Peut-on vivre en société sans ressentir la moindre frustration face à son absurdité? Peut-être que la solution n'est pas d'ignorer totalement le monde,
mais de choisir intelligemment ses batailles. Le vrai détachement ne signifie pas l'indifférence totale, mais la capacité à ne pas être affecté par ce qui n'en vaut pas la peine. Après tout, la sagesse ne consiste pas à fuir le chaos, mais à apprendre à y naviguer sans être submergé. Schopenhauer ne voyait pas la société comme un ennemi à combattre, mais comme une réalité dont il fallait apprendre à se protéger. Selon lui, le problème n'est pas l'existence de la médiocrité, mais l'erreur de vouloir s'y fondre. Plutôt que de gaspiller son énergie à essayer de changer un monde qui n'a pas envie d'être changé, il suggérait une approche plus subtile, celle de la distance intelligente. Il ne s'agit pas de s'isoler complètement, mais de filtrer avec qui et comment on interagit. Observer sans s'engager, écouter sans se laisser troubler, participer sans se compromettre. Une stratégie efficace consiste à choisir soigneusement ses cercles d'échange. S'entourer de personnes partageant les mêmes valeurs intellectuelles et morales permet d'échapper à la sensation d'être un étranger dans son propre monde. Dans un monde où l'information est omniprésente, savoir sélectionner ce que l'on absorbe est aussi essentiel que choisir les personnes avec qui l'on échange. Ne pas laisser le bruit du quotidien parasiter son esprit est une discipline qui demande du recul et une grande maîtrise de soi. Mais une fois acquise, cette capacité devient une protection précieuse contre les influences inutiles. Cependant, le plus grand défi reste de trouver l'équilibre. Trop d'isolement mène à la solitude pesante, tandis qu'une immersion totale dans la société dilue l'identité. Peut-être que la véritable sagesse réside dans la capacité à entrer et sortir du jeu social selon ses propres règles. Apprendre à interagir avec le monde sans s'y perdre est une compétence qui permet de préserver son indépendance intellectuelle tout en profitant des avantages d'un échange humain authentique. Finalement, le secret n'est pas d'éviter la société, mais de ne jamais en devenir l'esclave. La solitude est souvent perçue comme une souffrance, un vide à combler, une absence pesante de connexion avec les autres. Pourtant, pour Schopenhauer, elle était bien plus qu'un simple isolement. Elle représentait une opportunité. Dans le silence et l'éloignement du monde, l'esprit trouve l'espace nécessaire pour réfléchir librement, sans être influencé par l'opinion collective. C'est dans la solitude que naissent les idées les plus profondes, que la créativité se libère et que l'individu découvre son véritable potentiel. Ce n'est pas un exil forcé, mais une retraite choisie, un moyen de grandir intérieurement. Mais pour que la solitude soit bénéfique, encore faut-il savoir l'utiliser. Beaucoup de personnes redoutent le face-à-face avec elles-mêmes et cherchent à combler chaque instant de distractions extérieures. Pourtant, apprendre à être seul, c'est apprendre à se connaître, à comprendre ses pensées, sans le filtre des attentes sociales. Ceux qui acceptent ce voyage intérieur développent une force mentale et une indépendance que la plupart ne posséderont jamais. Ils ne deviennent plus vulnérables aux influences extérieures, car ils trouvent en eux-mêmes toutes les réponses dont ils ont besoin. Cela signifie-t-il qu'il faut rejeter toute forme d'interaction ? Absolument pas. La solitude ne doit pas être une fuite du monde, mais une ressource, un espace de reconstruction intellectuelle et émotionnelle. Savoir alterner entre des moments d'introspection et des échanges enrichissants est peut-être la clé d'un équilibre parfait. Après tout, il ne s'agit pas de choisir entre le monde et soi-même, mais de comprendre que c'est dans les moments de solitude que l'on construit la force nécessaire pour affronter la société avec une véritable clarté d'esprit. La solitude peut être une arme puissante, mais elle ne peut pas être un mode de vie permanent. Même Schopenhauer, qui défendait l'isolement des esprits brillants, admettait que l'homme ne pouvait jamais être totalement autosuffisant. Il existe un besoin naturel de connexion, même minime, qui nous rappelle que nous faisons partie d'un ensemble plus vaste. L'intelligence ne signifie pas nécessairement le rejet du monde, mais plutôt la capacité à choisir comment et quand y participer. C'est là que réside le vrai défi. Trouver un équilibre entre l'indépendance de la pensée et l'interaction sociale. Certaines des plus grandes figures intellectuelles ont su naviguer entre ces deux mondes. Elles ont passé des années plongées dans leurs pensées, mais elles ont aussi su transmettre leurs idées au monde. Car qu'est-ce qu'un esprit brillant si ses réflexions restent enfermées dans le silence ? L'isolement total peut certes préserver la pureté des idées, mais il empêche aussi leur transmission et leur évolution. Toute pensée, aussi profonde soit-elle, a besoin d'un écho pour exister pleinement. La solitude nourrit l'intellect, mais c'est dans l'échange qu'il prend réellement vie. Alors, comment atteindre cet équilibre ? Peut-être qu'il ne s'agit pas de choisir entre la solitude et la société,
mais d'apprendre à naviguer intelligemment entre les deux. Accepter que la solitude est un outil, mais qu'elle ne doit pas devenir une prison. Savoir s'éloigner du bruit du monde sans s'y perdre totalement. Trouver des cercles d'échange où la profondeur de pensée est possible. En fin de compte, la véritable sagesse ne réside pas dans le rejet du monde, mais dans la capacité à y évoluer sans jamais sacrifier son authenticité.